Bonsoir à tous, les GGMO sont à votre porte comme tous les soirs. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici nos débats du soir. Un discours à la Knesset sans cesse interrompu, une cote de confiance en berne, une confiance des Américains en doute. Naftali Bennett est-il sur un siège éjectable et les Israéliens n'ont-ils toujours pas refermé la page Netanyahou? Débat en direct de chez Bennett dans un instant. Emmanuel Macron, vous allez voir, le voilà, appel à l'apaisement avec l'Algérie. Ses propos sur la rente mémorielle avaient suscité le courroux d'Alger. Aujourd'hui, marche arrière toute, mais le conflit diplomatique est-il vraiment clos? Et pourra-t-on un jour panser ces plaies qui semblent encore ouvertes? Débat diplomatiquement incorrect ce soir. Enfin, 7 heures sans Facebook ni Instagram. C'est tout un bout de la planète qui s'est retrouvé paralysé. L'occasion de vérifier grandeur nature, une réalité. Les réseaux sociaux ont pris un pouvoir incroyable dans notre quotidien. En sommes-nous devenus les esclaves? C'est la question que nous vous avons posée sur Twitter. Vos réponses en fin d'émission. Et je salue les grandes gueules à mes côtés ce soir. Bonsoir Laurent Siget. Bonsoir. Membre du parti Avoda. Bonsoir Fernand Cohen-Tanoudji. Bonsoir. Merci d'être avec nous, membre du Likoud. La semaine dernière, vous étiez avec nous en Zoom, à distance depuis Ranana. Ce soir, c'est en plateau à mes côtés. Soyez le bienvenu. Je salue également en direct avec nous depuis Paris Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. Bonsoir mon cher Yves. Et heureux de vous retrouver. Bonsoir également Georges-Marc Benamou. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Georges-Marc qui revient de son montage de documentaire. On en parlera tout à l'heure, écrivain et producteur, notamment un long documentaire que vous préparez autour de la guerre d'Algérie. Mais d'abord, place à notre premier débat en direct de chez Bennett. כל אזרח ישראל מרגיש. Et oui, pas facile d'être Premier ministre dans une Knesset où l'on ne peut en placer une. Naftali Bennett connaît pourtant trop bien l'exercice. Il a vécu exactement la même expérience il y a quelques mois lors de son premier discours. Mais aujourd'hui, c'est un Premier ministre qui questionne. Est-il l'homme de la situation face aux Américains davantage ouverts au dialogue avec Téhéran? Est-il l'homme de la situation lorsque les Israéliens eux-mêmes disent leurs préférences? Et regardez maintenant... Regardez ce sondage divulgué aujourd'hui. Si les Israéliens devaient voter, eh bien, ils choisiraient en grande majorité le Likoud de Benjamin Netanyahou, 35 sièges. Yamina, le parti du Premier ministre, n'obtiendrait que 4 petits points. Laurent Siget, quelques 5 mois ont passé. Naftali Bennett n'arrive toujours pas à convaincre les Israéliens? Tout à fait. D'abord, pas 5 mois, 3 mois. Il est en poste depuis depuis 3 mois, exactement. D'accord. 100 jours. Il est difficile pour les Israéliens de comparer 100 jours avec 12 ans. Il est clair que dans l'esprit de tous les citoyens israéliens, M. Netanyahou a marqué les esprits. Il a été Premier ministre pendant 12 ans. Donc, je veux dire, on ne peut pas comparer une mouche avec un éléphant. Il est là depuis 3 mois, le malheureux Bennett. Il fait le maximum de ce qu'il peut faire. Je pense qu'il le fait pas trop mal. Je pense qu'on a aussi découvert qu'il y avait... Je remarque que vous utilisez le mot mouche pour le qualifier, mais pourquoi pas? Oui, mais c'est normal, il est là depuis 3 mois. Il est là depuis 3 mois. On a eu un Premier ministre qui a fait 360 mois par rapport à un ministre qui a fait... Premier ministre qui a fait 3 mois, vous comprenez la différence? C'est extrêmement difficile. Mais avant, on avait un homme qui décidait de tout. Maintenant, on a enfin un gouvernement collectif. Et il n'empêche, vous n'attendiez pas de la part des Israéliens peut-être davantage de confiance? Mais non, on est en plein virus, en plein delta, avec 1400 morts, dont 2 tiers de gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Ce ne sont pas des morts qui sont dus au vaccin, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils ne voulaient plus vivre, pour 2 tiers d'entre eux, puisqu'ils ne veulent pas se faire vacciner. On est en plein virus. Le virus ici, il était extrêmement difficile à gérer. D'un côté, je suis extrêmement satisfait. Sous Netanyahou, il était également. Oui, mais la différence, c'est que sous Netanyahou, comme il n'y avait pas, il a fait, du point de vue de la gestion de Covid, quelque chose de très bien, il a acheté des vaccins. À l'époque, il n'y avait pas encore de vaccins pendant une longue période, pendant la gestion du Covid. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 6000 morts pour 200 milliards de shekels qui ont été, il faut dire la vérité, 200 milliards de shekels qui ont été dépensés pendant le confinement. Ici, M. Bennett a fait le pari de quelque chose, d'un exercice qui est extrêmement difficile. C'est d'essayer de vivre aux côtés, puisqu'on a le virus, de vivre aux côtés de ce vaccin, ce qui n'est pas simple,
et puis d'affronter les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui très égoïstement viennent mourir dans nos hôpitaux. Donc vous mettez cette défiance sur le côté de sa gestion. Oui, je n'ai pas la l'ombre d'un politique doute. du Covid-19. Fernand Cohen-Tannoudji, est-ce que plutôt cette défiance, ça n'est pas la traduction du fait que, du fait de ces élections, est sorti un Premier ministre qui ne représente pas l'ensemble des Israéliens? Exactement, je crois que vous venez de tout résumer. Si aujourd'hui, évidemment, on a fait le même sondage ce matin sur N12, de la deuxième chaîne de télévision israélienne, et les résultats sont terribles. Seulement 14% des Israéliens font confiance à M. Bennett. Il est clair que... C'est pas le sondage que j'ai vu ce soir. J'ai un sondage où il y a 49% d'insatisfaits pour 44% de satisfaits. Vous êtes toujours... Le même siège selon le sondage que nous montrons à l'antenne. Alors, c'est le résultat, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, il est clair que Bennett a réussi à endormir tout le monde pendant 3 mois avec le corona. Il a réussi à ne pas se faire livrer pendant 6 semaines les vaccins qui avaient été commandés et payés par Benyamin. Monsieur Faure, vous n'êtes pas au centre, vous n'êtes pas au congrès du Likoud. Essayez quand même d'avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle. On n'est surtout pas dans une cour d'école. Maintenant, vous me laissez parler comme je vous ai laissé parler avec 2 secondes. Laissez juste finir sa phrase. Fernand Cohen-Tannoudji. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, Bennett nous a endormis pendant 3 mois et endormi tout le monde pendant 3 mois avec cette histoire de Corona, une histoire qui est dramatique pour plus de 1300 familles qui ont subi cela. Beaucoup d'entre eux ont choisi de ne pas se faire vacciner et de mourir. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Oui, mais je le redis parce que c'est une différence avec ce qui s'est passé avant. C'est pas la peine de continuer à fracasser les choses avec un marteau, ça ne le rendra pas plus vrai. C'est un choix. Monsieur Bennett a laissé mourir 1300 personnes au lieu de s'occuper, de faire venir des vaccins pour l'ensemble de la population. On s'entendra pas sinon. Je voudrais entendre Paris également. Yves Tréhard, parce que le corollaire de ce que l'on voit via ces chiffres, c'est que les Israéliens n'ont visiblement pas du tout fermé la page Netanyahou. C'est vrai qu'après avoir été longtemps sous la férule de Netanyahou, férule, le mot n'est pas bien choisi d'ailleurs, mais enfin sous sa gouvernance, c'est difficile de l'oublier. Mais moi je crois qu'il y a 2 choses. Il y a peut-être la gestion du coronavirus depuis Paris, c'est un peu difficile à estimer et à juger, même si j'ai bien compris, monsieur Netanyahou était beaucoup plus dur, beaucoup plus avait plutôt tendance à opter pour le confinement que monsieur Bennett. Mais le deuxième sujet qui probablement inquiète les Israéliens, c'est les négociations avec l'Iran. Et c'est l'attitude de Biden et des États-Unis, puisqu'on sait que Biden n'a pas la même fibre et la même politique vis-à-vis de Téhéran que son prédécesseur, que Donald Trump. Donc Biden, il veut revenir dans cet accord. On ne sait pas trop comment ni quand d'ailleurs. Et je crains que les Israéliens, enfin d'après tous ceux que j'ai interrogés et consultés, il y a énormément. Allô ? Oui, on vous entend. On vous entend. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois qu'on diffuse quelque chose d'autre dans votre oreillette. Est-ce que vous m'entendez, Yves Tréhard ? C'est un complot gauchiste. Bon, on va vous donner la parole dans quelques minutes. J'ai l'impression qu'il y a une erreur de signal de ce qui vous a été envoyé dans votre oreillette. Vous m'entendez ou pas, Yves ? Alors, je reprends mon propos. Oui, très bien. Voilà. Je reprends mon propos. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, absolument. Très vite, parce que je voudrais pas... C'est une vengeance de Mark Zuckerberg qui a parasité notre émission. Je crains fort que, si vous voulez... Voilà, exactement. Je crains fort qu'il y ait une partie des Israéliens qui ait peu confiance ou moins de confiance envers M. Bennett qu'envers M. Netanyahou, que justement la légitimité de M. Bennett peut être mise en cause dans son rapport entre Téhéran et Washington, sachant que M. Biden, sur ce dossier-là, n'a pas la même philosophie que Trump. Je voudrais... Jean-Marc Benamou. Benjamin, vous... Oui, Benjamin. Oui, moi je suis un observateur de Paris et pas un spécialiste de la question, mais ce qui me frappe, c'est la difficulté évidente, et Yves en a dit un mot, pour les Israéliens de passer à autre chose que M. Netanyahou. Mais en même temps, il y a eu des élections. Alors, il y a effectivement un attelage baroque, c'est le premier point. Mais cet attelage baroque, peut-être que la démocratie, en tant que lui laisser un peu de temps
Et je trouve que l'impatience, ou même parler d'illégitimité de quelqu'un qui a été élu démocratiquement, c'est un peu inquiétant. Moi, récemment, il m'est arrivé en France la même chose dans un restaurant, un monsieur visiblement très, très bien mis, un bourgeois, qui a un discours de gilet jaune, qui me disait « Monsieur Macron n'est pas légitime ». Je dis, Monsieur Macron est légitime puisqu'il a été élu. Et je crois qu'il ne faudrait pas gouverner avec les sondages et que la belle démocratie israélienne tombe dans les travers du populisme, parfois comme en France. Oui, Monsieur Bennett est légitime jusqu'aux prochaines élections. Et par ailleurs, je comprends la nostalgie de Monsieur Netanyahou, mais enfin, il faut aussi imaginer que la société israélienne vit dans une sorte de psychodrame électoral permanent. Je crois que c'est la 3e, 4e élection. Peut-être que la société israélienne, belle démocratie, je le redis, devrait peut-être s'interroger sur ses lois électorales, cette rotatia, ces lois électorales, cette proportionnelle qui rend le pays difficilement gouvernable. Oui. Alors, dans ce que vous dites, messieurs, à Paris, je voudrais faire rebondir... la 5e ami israélien. Oui, ce serait bien d'arriver à cette 5e République. Par rapport à ce qu'ont dit nos intervenants à Paris, d'abord sur ce qu'a dit Yves Tréhard, Laurent Siget, j'aimerais votre réaction là-dessus parce que c'est vrai que concernant la menace iranienne, on a deux approches. Lorsque Netanyahou était à la tribune de l'ONU, il faisait des déclarations tonitruantes, carte à la main, objet à la main. On a vu que Bennett a joué une carte totalement différente, plutôt celle de la sobriété. Et quand les États-Unis changent d'approche, eh bien, ils dépêchent aujourd'hui même à la Maison-Blanche son conseiller à la sécurité nationale, comme s'il craignait un petit peu un revirement américain et qu'il se faisait un tout petit peu moins respecter que Netanyahou sur ces questions-là. On va parler de la question iranienne. Parce qu'il y a un paradoxe dans ce que... Moi, comme je ne suis pas quelqu'un de très intelligent, j'essaie de lire un maximum pour comprendre de quoi il en retourne. J'ai lu aujourd'hui un excellent article d'Amos Yadlin. Amos Yadlin, c'est l'ancien chef des renseignements et qui est président de l'Institut national des études stratégiques, qui n'est pas, on ne peut pas qualifier un homme de gauchiste, puisque c'est un institut qui absorbe en son sein tous les anciens militaires, Mossad, Shabak, chef d'état-major, et qui fait des analyses de la situation. Amos Yadlin a dit une chose, d'abord de Netanyahou, parce que parlons un peu de Netanyahou tout de même, un tout petit mot. Répondez d'abord à ma question. Alors, je vais vous répondre sur les... Alors, je vais répondre à ma question. Je vais vous répondre d'abord sur l'Iran. On en parle. On dit qu'il y a une nostalgie de Netanyahou. Il faut bien parler de Netanyahou. Si vous voulez qu'on ne parle pas de nostalgie de Netanyahou, on parle de... Est-ce que Bennett a du mal à se faire respecter sur la scène internationale, notamment sur le dossier iranien? C'était ma question. Sur le dossier iranien. Quand M. Netanyahou a pris le pouvoir il y a 12 ans, il y avait quelques centaines de centrifugeuses en Iran. Il est parti il y a 3 mois, il y en a quelques milliers. Le paradoxe de toute cette situation, c'est qu'en critiquant M. Obama pour avoir fait un accord dans lequel, qui n'était pas parfait, qui avait ses défauts, mais qui avait au moins pour objectif de surveiller les Iraniens, et ce, par l'intermédiaire d'un institut reconnu par tout le monde. Lorsque M. Trump a suivi les conseils bien éclairés de M. Netanyahou, avec quelques centaines de centrifugeuses, je vous rappelle, on avait quelques centaines de centrifugeuses en Iran, il a dit à M. Trump, il faut quitter l'accord. On a annulé l'accord, ils ne sont plus surveillés. En étant plus surveillés, ils sont passés de quelques centaines de centrifugeuses en étant pratiquement un État l'étape juste avant la bombe atomique. Donc je ne comprends pas tellement les gens qui m'expliquent que sous Netanyahou, l'Iran était en régression nucléaire et que d'un coup, en 3 mois, sous M. Bennett, tout s'effondre et ils sont en train de nous amener la bombe atomique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? À écouter Laurent Siget, on va croire dans d'une minute que c'est grâce à Netanyahou. On va pas recommencer. On va pas recommencer. On n'est pas dans une cour d'école, Laurent Siget. Ni au congrès de Likoud. Donc on la reprend. À l'écouter, c'est Netanyahou, bien évidemment, qui a permis à l'Iran d'avoir ses centrifugeuses et ses centrales. C'est merveilleux, on s'y croirait. Bon, alors la première chose à dire, c'est qu'Israël n'a évidemment pas peur de l'Iran. D'accord? On est prudent par rapport à l'Iran et nous avons des services de sécurité qui s'en occupent très bien. Et ça, indépendamment de M. Netanyahou et de M. Bennett. Vous avez raison. Des deux intervenants. Tout à fait. Maintenant, le lien direct qu'on a avec le président Biden, c'est que Biden, comme Bennett, veulent nous ramener au monde d'avant, au monde de ces accords qui sont des accords qui sont complètement anti-israéliens, qui ne veulent absolument... Laissez-moi finir, putain, c'est pas ça possible. Ne veut rien... S'il vous plaît. Pas putain. Oui, ça m'a échappé. Restons polis et laissons les gens finir. Arrêtez. Dans le fond comme dans la forme. Donc arrêtez, ça suffit. Donc Bennett veut nous ramener au monde d'avant, au monde d'Obama, et c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire en fait aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut qu'on souhaite pour nous,
comme pour le Moyen-Orient, c'est qu'on arrive à s'en sortir le plus rapidement possible avec une armée forte et des services de sécurité très forts. Mais ce que disait Laurent Sigeau au fond, c'est que Netanyahou, c'était beaucoup de bruit pour rien. C'est ça que vous vouliez dire. En fait, c'est un excellent tacticien. C'est un tacticien actif, c'est-à-dire qu'il veut gagner une bataille, mais il ne définit pas les enjeux, les façons de gagner la guerre. Ce n'est pas un stratège du tout. C'est un tacticien actif. C'est comme ça qu'il est défini. C'est comme ça qu'il est défini par tout le monde. Tacticien actif ou pas tacticien actif, aujourd'hui, on est dans un cas complètement différent. Le gouvernement aujourd'hui de Bennett est un gouvernement qui est palestino-israélien et aujourd'hui, celui qui décide de la politique étrangère du gouvernement israélien, c'est M. Mansour Abbas. Et vous le savez très bien. Aujourd'hui, attendez, mais c'est pas possible. Une seconde, laissez-moi finir une phrase. Pas putain. Non, je ne le dis plus, mais je crois que vous avez bien compris. On reste poli, on laisse les gens aussi finir leur phrase, c'est aussi notre forme de politesse. Vous avez bien compris le sens du mot. Ça fait 2 fois. C'est ça qui est bien. Alors donc, on a bien compris qu'ici, on a bien ici compris qu'il s'agissait d'un gouvernement palestinien pro-israélien qui était évidemment dirigé par M. Mansour Abbas, qu'aujourd'hui, dans ce gouvernement, 70% des membres et dans cette coalition sont pro-arabes, et donc il est normal que Bennett tout simplement s'écrase devant Biden et acceptera les accords avec l'Iran. Donc Bennett s'écrase forcément. Georges-Marc Benamou, est-ce qu'au fond, il a vraiment la force de persuasion, d'une part qu'avait Benjamin Netanyahou, mais aussi face au nouveau président américain qui n'est pas celui de l'époque Netanyahou? Pardon, je trouve que le monsieur du Likoud, que je respecte beaucoup, manque peut-être un peu de nuance. Hein, quant à savoir si c'est un gouvernement israélien dirigé par un ministre islamiste ultra-minoritaire, etc. Enfin, il y a beaucoup à dire. Moi, écoutez, moi je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Moi, je fais confiance à la démocratie israélienne et à la société israélienne et aux infrastructures israéliennes. J'imagine qu'un Premier ministre n'est pas seul à décider des enjeux d'une guerre ou d'une non-guerre ou des enjeux stratégiques par rapport au nucléaire iranien, qui a des services de sécurité, qui a des services de renseignement, qui a une infrastructure et une collectivité qui dépasse la simple personne de M. Netanyahou. C'est parce que M. Netanyahou est parti que la société israélienne est en orphelinat. J'imagine que ça marche bien et que ces systèmes de prévention sont là, y compris les accords politiques. Laissons-le faire, laissons voir. D'abord, il y a un gouvernement collectif, il y a M. Lapid également, et ayons confiance sans être dupes. Mais on ne peut pas se contenter d'être, enfin vous ne pouvez pas, pardon, mes amis israéliens, être dans l'orphelinat de M. Netanyahou et vous implorez, faites de nouvelles élections ou faites-lui confiance. Oui, mais enfin, on voit ce que disait sur les prochaines élections. Ajouter, si je peux me permettre quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que je crains fort que ça se joue beaucoup à Washington, tout ça. Évidemment. Et que la crainte des Israéliens, c'est que justement Joe Biden ne soit pas très cohérent. Il a été accueilli par les Américains, une partie des Américains, et puis une partie du monde occidental et une partie des Israéliens peut-être avec bonheur, mais on voit que ça se passe pas si bien que ça finalement. Autant sur le plan intérieur, d'ailleurs, où ça patine un peu, où il rencontre quelques résistances parlementaires, comme souvent les présidents américains. Et puis on a le sentiment aussi qu'en politique étrangère, eh bien, c'est un peu moins simple. D'ailleurs, les Français l'ont appris à leurs dépens, il n'y a pas très longtemps. C'est un peu moins simple que ce que laissait entendre et surtout présager Monsieur Biden, qui donnait le sentiment que derrière les États-Unis, l'Occident serait soudé. Et bien finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les Israéliens, du coup, sont peut-être un peu inquiets vis-à-vis des Iraniens, parce qu'on peut on peut critiquer ce qui a été dit tout à l'heure, mais néanmoins, les Iraniens ont progressé sur l'arme nucléaire depuis maintenant quelques mois. Depuis quelques années, monsieur. On est passé quelques années. Depuis quelques années, mais monsieur Bennett... Ce que dit Yves Trard est très intéressant. On va regarder les chiffres du sondage de ce matin. Si les Israéliens, en grande majorité aujourd'hui, veulent toujours voter Likoud, est-ce que c'est pas justement aussi autour de l'inquiétude de la menace iranienne? Non, d'abord,
d'abord non, et ensuite c'est Non. franchement. Comment ne non, pas absolument. regarder Non, la non, vérité, non, le nom classique de Laurent Mais non, Sivet. c'est le nom classique. Tout, parce qu'il faut- sans arrêt, c'est non. Prenez. Sans arrêt, c'est non. Non, parfois je dis oui, mais il y a des choses intelligentes. Mais il faut faire le compte. Il faut faire le compte de ces sondages. Il faut faire le compte de ces sondages. Il faut voir qu'il y a simplement un principe de vase 54 pour la communicant. coalition. On n'attend pas les 61. Il y a le principe des vases communicants. Dès que les religieux s'abaissent un peu, vous vous souvenez, voilà, les religieux. quand est-ce que la droite républicaine était fort en France, quand M. Sarkozy a siphonné toutes les voix de l'extrême droite de M. Le Pen en 2007. Quand lui s'est présenté et qu'il a montré qui il était, il a siphonné Le Pen. C'est ce que fait le Likoud. Le Likoud siphonne principalement l'extrême droite. Incroyable. Non, mais c'est On bien a un pour président dont personne ne veut plus ici en Israël. Pardon, excusez-moi. Vous avez... Juste dans vos Merci. définitions. Encore une fois, merci. On a un Premier ministre dont personne ne veut plus en Israël. Si vous décidez dans votre rue... 49-44, c'est pas personne. Dites-lui de me laisser parler, c'est pas possible. C'est pas possible. Poursuivez votre phrase, ne C'est l'écoutez pas. vous ou moi, on peut pas être tous les deux à parler. Ça allez-y, provoque juste de la haine gratuite. Fernand D'accord, Cohen-Tadouzi. laissez-moi finir. Une phrase, c'est possible, non 2. Merci. Fernand Cohen-Tadouzi, allez-y. Donc on y va. Donc il est clair que si vous-même, à Tel Aviv, à Haïfa, à Metula ou à Eilat, vous posez la question si oui ou non les Israéliens aiment toujours Netanyahou, la réponse est claire, elle est oui. Aujourd'hui, Bennett a réussi à endormir l'ONU, il a même réussi à endormir Biden pendant son interview. Personne n'écoute Bennett. Aujourd'hui, Bennett est insignifiant en Israël. Vous avez eu plus que 2 phrases. Maintenant, je vous y réponds en une seule phrase. Merci. On a eu 4 élections. 4 possibilités pour M. Netanyahou d'avoir la majorité. Dans les 4 cas, il n'en l'a pas eu. Il faut quand même bien se poser à un moment une question. On n'arrête pas de vous dire. On n'arrête pas de vous dire. Tout le monde le veut. Mais c'est pas le Laurent rétroviseur. Siget, regardez devant. On parle de Bennett et de sa popularité ici. Je crois que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, nous parlons de Si les Bennett. gens veulent Netanyahou, il y a eu 4 élections pendant lesquelles le public israélien a eu la possibilité de donner la majorité. Je suis personnellement... À ce soir, ils ne l'ont pas eu. Vous ne l'avez jamais eu. Et même si vous aviez 40 au Likoud et que vous n'arrivez pas à 61, vous n'aurez toujours pas la majorité. C'est le système parlementaire Aujourd'hui, israélien. vous avez la majorité uniquement grâce au parti arabe Mais c'est et au grâce à vous, pro-arabe Benamou, du tout à fait, gouvernement. c'est grâce à Et au vous. pro-arabe. Benamou, Aujourd'hui, à Paris. nous avons Messieurs un les cadres, gouvernement sonner à la cloche. pro-arabe en Israël. Je ne suis pas monté en Israël pour avoir un gouvernement arabe. Vous avez un gouvernement arabe? Aujourd'hui, oui. Monsieur Gass, Si on prend Fernand Cohen-Tadouzi, aujourd'hui la liste arabe unie. Attends, Fernand Cohen-Tadouzi, non. Il y a une règle dans l'émission, quand on entend la cloche sonner, on s'arrête. Georges-Marc Benamou. Ici Paris. Benjamin, ici Paris. Moi, je suis passionné de vos débats et de la société israélienne et de la vigueur de la démocratie israélienne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je parle aux représentants du Likoud. Il faut faire un putsch, il faut faire une pétition pour demander à M. Bennett de démissionner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je vais vous répondre. J'entends ces paroles de haine. Non, On est il n'y a dans une démocratie. aucune, Qu'est-ce que vous aucune proposez ? parole de haine dans ce que je dis. Je dis simplement la qu'est-ce que chose vous proposez suivante. Attendez, je vais vous répondre. Ah bon ? Vous aussi. Qu'est-ce qu'il vous faut ? C'est bon, vous savez Est-ce qu'il 3 vous fois faut que vous me pas demandez. Vous voulez que je réponde ? Allez-y. Avec grand Allez-y. plaisir. Aujourd'hui, il nous faut de nouvelles élections parce que tout le monde se rend compte aujourd'hui que Bennett ne contrôle plus ce qui se passe en Israël. Soyons bien clairs. 4e. 5e. Oui, mais ce que dit Laurent Siget, à juste titre, c'est que plusieurs élections même année n'ont pas permis de résoudre et de permettre à Netanyahou de former sa On est coalition. tous d'accord, au moins Chacun à atteint son Paris plafond comme, vert de comme à chaque côté. Jérusalem, comme ici à Tel Aviv. Tel Aviv, on est à Tel Aviv. On est aussi à Tel Aviv. On est tous d'accord sur un point, c'est qu'on n'est pas sous la 4e République, il faut sortir de ce, On n'est pas en ce France. système. D'ailleurs, on n'est pas en France. On est Laurent non plus pas en Siget, France. juste pour conclure cette partie, qu'est-ce qui va se passer pour toute la suite du mandat de Naftali Bennett? C'est simple. Il va être comme ça flottant. Mais non, d'abord, il va falloir. La chose la plus importante pour ce qui va se passer maintenant à la Knesset pour l'hiver, c'est simplement de faire passer le budget. Si le budget passe, le gouvernement est là pour 4 ans. Si le budget ne passe pas avant le 31 mars, nous allons au mois de juin Ouais, qu'il à vote des le élections. budget. Et est-ce qu'il n'y a pas un acte fort qu'il doit effectuer pour être enfin convaincant auprès de l'électorat israélien? Mais Pour dire oui, je suis légitime. Certes, les accords de coalition m'ont permis de devenir Premier ministre, mais maintenant je dois aussi convaincre. d'abord, le à peuple partir du israélien moment où que vous voulez oui, je suis convaincre capable que de vous êtes diriger. légitime, c'est que vous pensez que vous ne l'êtes pas. Mais il ne l'est Moi, pas. Il ne l'est À pas. partir du Aujourd'hui, moment- les sondages pose ne la lui question. donnent à partir pas du la moment force. où il a 61, aux 61 Dont 70% de mais députés il est qui faux, ne sont signal. pro-arabes. je vais ils sont Stop, pas quoi. messieurs, Si une on petite prend pause. Avoda, si on prend Merci, Meretz. merci.
Petite pause, dans quelques instants, on va poursuivre nos débats qui ce soir, vous l'avez compris, sont très grande gueule, après tous ces dons de l'émission. Et vous avez compris, Fernand Cohen-Tanouji, le principe. On va parler de l'apaisement avec l'Algérie. Peut-être plus apaisé que ce plateau. C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron. Ses propos sur la rente mémorielle avaient suscité le courroux d'Alger. Et puis cette question, sommes-nous devenus dépendants des réseaux sociaux? On vous a posé la question. À tout de suite. Valentina, mon amour, tu as travaillé si dur pour en arriver là. Tu as enfin ton propre restaurant. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que tu aies trouvé SumUp pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Et regarde cette salle. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. SumUp, reprenez la main. Redémarrer, redécouvrir Renault. En octobre, c'est toujours le renouveau Renault. Venez découvrir la nouvelle gamme Renault à partir de 89 € par mois. This is not my bag. This is not my bag. Follow the itinerary, find the bag. Adventure. Maybe she puts an itinerary together. Just come in love. This man has my bag. I have her back. She has my heart. Love is beautiful. Alors, vous vous sentez comment avec vos nouveaux appareils? Waouh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle que vous avez moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais oui, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? En plus, on vous offre une paire de lunettes à votre vue. Mais ça marche super bien, j'entends des choses fantastiques. Et ça marche aussi avec les verres progressifs. C'est dingue, ça s'arrête jamais ce truc. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On les choisit, ces lunettes? Ici? Maintenant. Vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. On s'entend bien, hein? Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Optical Center, optique et audition. Dispositifs médicaux. La demoiselle est priée de couper son téléphone pour que nous puissions décoller. T'inquiète, de toute façon, on décolle pas, je sais pas ce qui se passe. Donc Et il vient, Thomas? Avec 70 Go dans son forfait RAID. Facile d'en profiter à fond. Moi, juste un petit café, merci. Le plus dur, c'est de choisir son moment. Ah, grosse ambiance ici, hein. Forfait mobile 70 Go, 13 € par mois au lieu de 16 €, sans engagement. RAID by SFR, c'est vert, c'est clair. C'est la seule émission où on réussit à débattre chaque soir à 3000 km les uns des autres. Bienvenue dans les GGMO. Sont à mes côtés ce soir Laurent Siget, membre du parti Avoda. Bonsoir. Fernand Cohen-Tanouji, vous êtes membre du parti Likoud. Et en direct à Paris, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ainsi que Georges-Marc Benamou, écrivain et producteur. Place maintenant à notre débat diplomatiquement incorrect. Comment éteindre cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie? Emmanuel Macron a ouvertement choisi d'affronter le passé en commandant à Benjamin Stora un rapport, mais les mots choisis par le président français lors d'une rencontre avec les petits-enfants de la guerre d'Algérie n'ont pas plu. Surtout lorsqu'il a accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir, et je le cite encore, une rente mémorielle. La réaction, on la connaît, rappel de l'ambassadeur, interdiction de survol de l'espace algérien pour les avions militaires français. Aussi ce matin, c'est via l'antenne de France Inter que le président français tente de ramener de la raison. Moi, j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien.
Et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Après, nous avons enclenché un travail. Avec le rapport demandé à Benjamin Stora, la commission que nous allons lancer sur la base de ce travail en profondeur avec la jeunesse française et franco-algérienne. Et donc on se dit des choses qui ne sont pas agréables pour nous-mêmes. Je ne nous ai pas ménagé avec notre propre histoire. Il y a quelques années de ça, et ça avait produit quelques troubles, quelques réactions. J'ai été le plus franc possible avec notre histoire sur la question des harkis, et je continuerai ce travail. Emmanuel Macron ce matin. Georges-Marc Benamou, je vais commencer avec vous, puisque vous travaillez en ce moment même sur un documentaire avec Benjamin Stora. Justement, il sera diffusé sur France 2 en mars, à l'occasion des 60 ans de la guerre d'Algérie. Georges-Marc Benamou, Emmanuel Macron est allé trop loin, ou est-ce que c'est l'Algérie qui réagit à chaque fois de manière, on va dire, épidermique ? Les deux, en général. Disons qu'il est très difficile sur le terrain de la question algérienne et de sa relation tourmentée avec la France, d'être à la fois un intellectuel et le président de la République française, de faire le en même temps macronien. Donc, sur le fond, le président Macron a dit tout au long de ces dernières années des choses véritablement importantes. On peut les discuter aujourd'hui comme hier. On peut discuter qu'il ait dit crime contre l'humanité en parlant de la colonisation qui est un régime détestable, mais est-ce vraiment un crime contre l'humanité, comme on peut débattre aujourd'hui de la question sur l'existence ou pas de la nation ou des nations algériennes. Camus disait qu'il y avait une Algérie européenne et romaine, une Algérie kabyle, une Algérie arabe. On peut discuter quand on est un intellectuel. Mais dans un climat aussi compliqué, avec cette histoire des visas, avec une crise avec l'Algérie et le Maroc, dans laquelle la France est impliquée, pour un président français, c'est des bombes mémorielles, effectivement, qui ont explosé dans cette relation extrêmement tourmentée, extrêmement compliquée entre Paris et Alger. Mais il faut savoir aussi que le président Macron a fait un vrai travail depuis longtemps, en confiant à Benjamin Stora cette mission, qu'il a fait des vrais gestes, qu'il est probablement le président français qui s'est le plus attaché à créer des passerelles, à ouvrir les dossiers noirs de la France, mais aussi ne pas refuser de voir les dossiers noirs du FLN. D'imaginer qu'avant le FLN, il y a eu un nationalisme algérien qui était incarné par Ferhat Abbas, qui était plutôt un assimilationniste, ou par Messali. Je crois que tout ce travail qu'on va faire dans ce grand film de 5 heures avec France Télévisions, c'est aussi re-raconter de tous les points de vue cette expression du mouvement national algérien qui n'a pas commencé qu'en 1954. Donc le propos, c'est de dire toutes les vérités, c'est le propos de la France. Alors c'est diplomatiquement peut-être incorrect, mais nécessaire. Et alors, diplomatiquement incorrect, nécessaire, vous dites ça. Yves Tréhard, je vais rappeler ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il appelle à reconnaître toutes ces mémoires et à leur permettre de cohabiter. La cohabitation des mémoires, c'est possible ou c'est un vœu pieux ? C'est pas un vœu pieux, parce que quand on est, Georges-Marc l'a très bien dit, quand on fait de la politique, on a des objectifs et on veut que ces objectifs soient atteints. La seule chose, c'est que je dirais que la France et l'Algérie ne marchent pas d'un même pas. La France, depuis lentement, mais sûrement depuis 50 ans, 60 ans maintenant, fait des petits pas, et le président Macron en a fait un grand là vis-à-vis des harkis, et puis aussi en commandant ce rapport à Benjamin Stora qui préconise certaines recettes pour justement essayer de réchauffer un peu les relations entre les deux pays. Mais ce qui est vrai aussi, et le président de la République française parle juste, je pense, c'est que le régime algérien et le régime du FLN, en fait, qui a toujours dominé de l'autre côté de la Méditerranée, y compris depuis 2 ans où il y a quand même pas mal de manifestations pour contester ce régime, essaye toujours d'instrumentaliser, si vous voulez, le passé et d'entretenir une certaine méfiance et une certaine haine vis-à-vis de Paris, justement pour se consolider lui-même, ce régime. Vous savez, il n'y a rien de mieux que, quand vous êtes dans la difficulté, que de faire jouer la fibre nationaliste ou patriotique pour essayer de rassembler tout le monde et de faire oublier le reste. Et c'est exactement ce que fait le régime algérien. Et sur le dos d'Emmanuel Macron. Que le régime algérien, aussi longtemps que sur le dos d'Emmanuel Macron, comme ça pourrait être sur le dos d'un autre président français, mais en l'occurrence sur le dos d'Emmanuel Macron et de la France, je crains fort que aussi longtemps
que le régime en Algérie ne change pas, c'est-à-dire que ça soit finalement aux mains du FLN et de l'Algérie profonde, de l'administration profonde de l'armée, et bien que ça ne change pas et qu'on soit toujours sur ce même registre, parce que la population, justement, il faut la tenir à distance d'une éventuelle aspiration démocratique dont on ne sait pas d'ailleurs ce qu'elle pourrait donner. Mais moi, je ne crois pas que ça puisse changer. Et je crois que le président de la République française avait intérêt à mettre un peu d'eau dans son vin aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des dossiers chauds. À ceux que Georges Marc a cités, il faut ajouter aussi la guerre au Sahel, où on a besoin bougrement des Algériens pour conduire cette guerre contre les djihadistes. Hein. Oui, donc c'est quand même très délicat. Emmanuel Macron marche sur des œufs. Fernand Cohen-Tannoudji, vous êtes issu d'une famille algérienne. Est-ce que vous attendez justement quelque chose de la part des uns et des autres, et notamment cette fameuse réconciliation, ou est-ce que pour vous elle est impossible? À mon avis, c'est que toute ma famille donc est née en fait en Algérie, et a payé un prix absolument fort, voire terrible, lors de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'est le premier fait qui me touche et qui nous touche, qui touche beaucoup de séfarades en général. La France a commencé son travail de mémoire, c'est une excellente chose. Elle commence à prendre des responsabilités, c'est une excellente chose. Cependant, les autorités algériennes, en fait, jouent la victimisation. Et nous, ici en Israël, on sait ce que c'est que la victimisation, comme les Palestiniens aujourd'hui, ici en Israël, jouent la victimisation. On est en phase de jouer et de jouer sur la dimitude. Est-ce qu'aujourd'hui, la France va devenir le dhimmi de l'Algérie? C'est ça la vraie question pour moi. Ah, donc vous inversez la situation. Absolument. En fait. Pour vous, elle est toute inversée. Absolument. Elle est presque zémourienne. Zémourienne. Oui, c'est Presque. Ah, vous faites des Presque. Presque. Ils ont dit la même chose en stéréo à Paris. C'est un bon thème pour Éric Zemmour, il faudrait lui souffler. Enregistrez-lui l'émission, il va être content. Oui, c'est un assez bon thème pour Éric Zemmour s'il est un peu en manque d'inspiration. On va lui souffler. Moi, il a l'air vachement inspiré, mais il n'a pas de problème d'inspiration. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut rappeler... D'abord, moi, j'aime pas trop qu'on mélange les problèmes palestiniens et algériens. Je crois que chaque pays a ses propres... Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Je crois que chaque pays a ses propres problèmes, il ne faut pas mélanger. Il y a quand même le dénominateur commun que vous connaissez qui s'appelle l'islam, et la dimitude est exactement la même dans n'importe quel pays au monde. Il faut se calmer. Laurent Siget. Vous allez faire de j'apprends vite les règles. Vous l'avez coupé la parole en première partie, vous la coupez en seconde partie. C'est de bonne guerre. Laurent Siget. La seule chose qu'il faut rappeler, c'est que d'abord, l'Algérie, des trois pays aujourd'hui, Maroc, Tunisie et Algérie, c'est le seul pays où, en tant que juif et en tant qu'Israélien, on ne peut pas rentrer. Ça, il faut le rappeler. Donc, ça reste quand même un problème aussi pour nous en tant que juifs et en tant qu'Israéliens. Là, on peut quand même faire un petit rapprochement. Deuxièmement, M. Macron a allumé un feu avec cette histoire des visas. Et c'était fait à un moment où, pour moi, c'était un moment de politique politicienne française. Au moment où M. Zemmour a commencé à parler d'identité, tout d'un coup, on s'est souvenu que les Algériens et les Marocains ne reprennent pas leurs illégaux. Alors, c'est sympathique, c'est bien, mais maintenant, s'il a commencé à allumer un feu avec ça, il ne faut pas maintenant il fasse marche arrière. Parce que sinon, c'est la porte ouverte pour que Zemmour fasse encore 4 ou 5 points de plus dans les sondages. Donc maintenant, s'il a dit « reprenez vos illégaux, sinon vous ne faites plus rentrer des légaux », il va falloir s'y tenir. Yves Tréa, c'est très intéressant, et c'est intéressant aussi la manière dont Macron souffle le chaud et le froid, parce qu'on rappelle qu'en 2017, quand il était candidat, il parlait de la colonisation comme crime contre l'humanité, qui avait valu déjà à l'époque beaucoup de réactions. On a l'impression qu'à chaque fois, il va d'un côté puis de l'autre, le fameux « et en même temps ». Sauf que là, on touche un dossier hautement sensible. C'est un peu la gouvernance macronienne, hein, c'est de faire un pas et puis de reculer. C'est un peu le reproche qu'on peut lui faire, justement. C'est l'absence de constance dans ses affirmations. Et donc, du coup, c'est ce qui... oui, exactement. Et alors, le problème, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, ça a marché. Que ça soit en politique intérieure ou en politique internationale, d'ailleurs, ça a marché. Et Emmanuel Macron, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors qu'il a quand même connu des manifestations monstres et des mouvements sociaux importants, eh bien, il est toujours à un niveau de popularité très supérieur à ceux que connaissaient Hollande et Sarkozy. Je ne crois pas, si vous voulez, que de toute manière, que ce soit sur des sujets
mémoriel comme celui de l'Algérie que Emmanuel Macron puisse jouer sa réélection. Pas du tout. C'est important, il ne faut pas qu'il fasse de faux pas. Je pense que quand il avait parlé de colonisation égale crime contre l'humanité, c'était dangereux d'aller sur ce terrain-là et que d'ailleurs il ne fallait pas recommencer. Après que, je dirais, il muscle le discours vis-à-vis d'Algérie, je crois qu'au contraire, en France, ça sera plutôt bien vu, hein, y compris sur l'histoire des visas. Alors c'est vrai que l'histoire des visas, évidemment, elle est directement à mettre en connexion avec la campagne électorale française. Néanmoins, je vous rappelle aussi qu'il a pris un risque parce que il a parlé d'Algérie, mais aussi du Maroc et de la Tunisie. Hein. C'est-à-dire que tous les pays du Maghreb, les 3 pays du Maghreb, sont logés quasiment à la même enseigne, et ça peut avoir des conséquences importantes en politique étrangère, et ça peut avoir des conséquences importantes, y compris dans la lutte contre le terrorisme islamique, parce qu'on a besoin des services de renseignement marocains, algériens et tunisiens pour lutter contre l'islamisme en France et contre le terrorisme islamiste, et que si on ne les a pas avec nous, ça s'est déjà produit il y a quelques années avec les services marocains, eh bien c'est une faille qui est très perturbante pour notre action, nous autres, en France. Vous avez raison, mais ça doit être mutuel, parce que eux aussi ont besoin des services secrets français, eux aussi ont besoin de la France, et eux aussi ont besoin de l'argent qui part de France vers l'Algérie, vers le Maroc et vers la Tunisie, de gens qui y travaillent et qui envoient leur famille. Donc ça doit être mutuel. Il ne faut pas toujours avoir peur de dire les choses. Ce que disait Yves Frère, c'est que c'est mutuel, justement. C'est juste, mais ça doit être mutuel. Georges-Marc Benamou, juste pour clore ce chapitre tout de même, quand d'un côté on va rappeler ces phrases, parce que ce sont des phrases lourdes de sens, ce n'est pas rien quand un chef d'État parle d'un système politico-militaire qui entretient une rente mémorielle. Est-ce que c'est avec ces mots-là qu'on va poser les bases d'une réconciliation ? Parce que dans un autre sens, on peut dire aussi Emmanuel Macron est très courageux de prendre ce dossier à bras-le-corps. Moi, je pense qu'il s'est exprimé un peu librement et comme un intellectuel et pas comme un président diplomate. Ça, c'est un débat qui a été déjà posé, qui est posé dans le rapport Stora. Voilà, cette question de la rente mémorielle. Moi, je voudrais revenir sur une chose qui m'a un tout petit peu heurté dans ce qu'a dit monsieur le représentant du Likoud, en faisant une comparaison entre l'Algérie et ses problèmes avec le FLN et Israël et ses problèmes avec les Palestiniens. Moi, je récuse absolument ce parallèle. Je veux dire, il m'effraie. Si on le pousse jusqu'au bout, ça veut dire que Israël est un État colonial. Et dans les dernières pensées, dans les pensées du grand Moshe Dayan, après la guerre de 67, il exhortait, me semble-t-il, à tout faire pour qu'Israël ne devienne pas une puissance coloniale comme la France et perde son âme. Moshe Dayan. Israël n'est pas une puissance coloniale. Nous sommes ici en Israël, dans notre pays, le pays juif. On soit bien clair. Je parlais du parallèle qui est de s'excuser pour la Nakba faite par Israël. Cette phrase n'existera pas. Je n'évite aucun parallèle. Israël ne demandera pas pardon et rappelons-nous toujours des... Israël n'est pas la France. Israël n'est pas le gouvernement français. Ben, ça y est, c'est une manie là de parler fort et bon. Non, je me suis vite habitué avec Laurent Siget. Simplement, on peut parler là où c'est une manie. C'est une manie. Vous allez d'occuper la parole et de. Je vous dis simplement que ce parallèle était choquant. Je suis heureux que vous l'ayez rectifié et je me souviens toujours. Quant aux gens qui veulent absolument nier un État palestinien, des phrases prophétiques de Moshe Dayan qui disait toujours, qui exhortait contre l'occupation irraisonnée des territoires. Rappelez-vous Moshe Dayan. Je me rappelle très bien de Moshe Dayan qui, bien que nous ayons repris le mont du Temple, est allé voir le roi de Jordanie pour lui redonner les clés. Si c'est ça l'exemple de Moshe Dayan, je préférerais qu'il n'ait pas existé. Bien, on refera une autre fin de débat sur 67. On en parlera les prochains jours justement de Moshe Dayan avec un invité qui justement a consacré un ouvrage à la vie de Moshe Dayan. Ce sera l'un des thèmes des prochaines semaines. Soyez donc fidèles à l'émission. Mais pour finir, si vous voulez bien les quelques prochaines minutes, nous allons parler ensemble du premier pouvoir. Non pas le président américain, non, celui des réseaux sociaux.
7 heures interminables, 7 heures sans Facebook, 7 heures sans Instagram, 7 heures sans WhatsApp. Les adeptes des réseaux sociaux savent de quoi je parle. La panne d'hier a eu une résonance mondiale, pas seulement pour Mark Zuckerberg qui a vu le cours de Facebook chuter, mais également pour ces millions de terriens qui se sont retrouvés les bras ballants, sans savoir que faire de leur soirée et de leurs doigts habitués aux écrans. Laurent Siget, ça va, tout va bien, vous avez survécu? Je suis justement en train de voir ce que ma femme écrit. Non, mais il faudrait voir en fait dans 9 mois s'il n'y a pas un petit baby boom, parce que je suppose que les gens pendant 7 heures qui n'ont pas eu Facebook, WhatsApp et Instagram, il faudrait vérifier le taux de natalité s'il n'a pas augmenté dans les 9 mois qui vont suivre. D'ailleurs, vous savez que cette année, quelques 22% des rencontres, c'est peut-être un quart des rencontres qui ont eu lieu depuis le début de l'année, se sont faites via les réseaux sociaux. Ah, mais c'est très très impressionnant. C'est devenu une partie de nous-mêmes, en bien et en mal. Il faut dire les choses qui sont. Je n'aime pas cracher sur les réseaux sociaux parce que d'abord je les utilise, donc je ne vais pas faire de faux cul. Je ne vais pas dire que ça ne me plaît pas, que je les aime pas, que ces trucs. Il faut une régulation qui soit plus importante sur les réseaux sociaux. On a vu récemment qu'une ancienne dirigeante de Facebook vient justement de démissionner et de dire que dans la politique de Facebook, il y avait Ils encourageaient la haine afin de pouvoir avoir plus de gens qui se tapent dessus, comme aurait dit Bernard Tapie, Dieu et son âme, qui se cassent la gueule comme il faut. Eh bien, ils encouragent la haine, ils attisent la haine afin d'avoir plus de présence. Ces méchantes émissions de télévision qui font des débats. Alors, on va accueillir, avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, une personne qui a justement étudié ces réseaux sociaux, qui est en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir François Saltiel. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste et producteur sur France Culture, l'émission Le Meilleur des Mondes, vous avez sorti chez Flammarion, La Société du Sans Contact. François, cette coupure, elle est aussi générationnelle. Il y a toute une jeunesse dont le seul divertissement après les études ou le travail, ce sont les réseaux sociaux. Oui, là je pense que cette coupure a montré à quel point il y avait toute une génération qui était dépendante des réseaux sociaux. Mais vous le disiez sur votre plateau, hein, c'est pas que les jeunes, c'est notre monde connecté, notre monde numérisé, où c'est devenu une extension de nous-mêmes. Et ce qu'on a vécu là, pour de millions et des millions de personnes, c'est-à-dire d'avoir cette coupure, ça a été un petit peu comme une mort sociale. C'est-à-dire que si on n'existe plus sur les réseaux, si on n'existe plus sur nos profils, c'est comme si on avait disparu. Donc là, il faut comprendre qu'il y a un amalgame, une fusion totale entre la vie physique et la vie dans un cyberespace. Et ce qu'on a vécu pendant quelques heures, c'était une sorte de disparition, de grande disparition, avec une inquiétude qui est de dire quand est-ce que ça va reprendre et est-ce que ça va reprendre. Donc cette panique, elle est très intéressante à observer pour symboliser finalement notre dépendance aux connexions, notre dépendance au réseau, qui s'est évidemment renforcée depuis la crise sanitaire et les différents confinements. Alors regardez François Saltiel, parce qu'on a interrogé aujourd'hui nos téléspectateurs sur Twitter et sur Instagram pour mesurer justement leur capacité de résistance. Et voici leur réponse à notre question. Êtes-vous capable de tenir plus d'une journée sans réseaux sociaux ? Ils nous répondent à 85% oui. Combien d'hypocrites ? Combien d'hypocrites, surtout qu'ils ont répondu sur Twitter. Puisqu'ils ont répondu sur Twitter. François Saltiel, est-ce qu'il y a un décalage entre l'idée que l'on se fait de notre dépendance et la réalité qui est aujourd'hui qu'on voit bien que pendant une demi-journée, il y a peut-être des millions de gens qui se sont retrouvés totalement perdus parce qu'ils ne savaient plus que faire de leurs mains, de leur cerveau et de leurs pieds. Oui, il y a bien sûr un biais de perception, il y a une grande différence. Vous pourriez par exemple, Benjamin, poser une autre question qui est de dire combien de temps vous pensez passer sur les réseaux sociaux. Je suis certain que les gens vous diraient « Oh, j'y passe une demi-heure, une heure et demie par jour ». Et si on analysait vraiment le temps passé, puisque maintenant il y a des outils qui analysent en fait le temps de connexion, ça se compte plutôt en 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et je suis certain que vous avez peut-être fait l'expérience, quand vous regardez le nombre de temps que vous passez avec votre téléphone portable, vous n'imaginez pas que c'est aussi longtemps et aussi long. Et tout ça est bien normal puisque les applications fonctionnent sur une économie de notre attention. Et tout est fait pour que vous ayez l'impression de ne pas passer du temps. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme un casino. Dans un casino, vous n'avez pas de perception du temps. Vous ne savez jamais s'il fait jour, s'il fait nuit. L'horloge a disparu. Les réseaux sociaux, c'est pareil. On ne sait jamais s'il fait jour, on ne sait pas s'il fait nuit et il n'y a jamais de fin. Vous remarquez, Benjamin, quand vous scrollez à l'infini. C'est ce qu'on appelle le bol sans fond. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut scroller jusqu'à revenir des semaines, des mois, des années en arrière. C'est pas comme une émission de télévision comme la vôtre où à un moment donné, il y aura un générique de fin. C'est pas la même chose d'un film où il y aura un générique de fin aussi, ou alors d'un article de presse où il y aura un point avec une signature. Les réseaux sociaux nous poussent vers une infinie
Et donc, on est dans une sorte de trou noir, on est aspiré, tout est pensé pour que ça le soit ainsi, et on passe toujours beaucoup plus de temps qu'on ne le voudrait. Alors, François Saltiel, restez avec nous parce que ce que vous dites est très intéressant. Je voudrais entendre quelqu'un de l'ancienne génération. Pardonnez-moi, Georges-Marc Benhamou, j'imagine que vous allez me dire, de toute façon, pas de problème, si les réseaux sociaux sont coupés, je vais lire un livre ou je vais lire le Figaro de notre voisin Yves Tréhard. Mais tout de même, est-ce que ce qui vient de se passer ne dit pas quelque chose sur ce pouvoir immense de ces réseaux sociaux et sur la dépendance qu'on a aujourd'hui ? Alors écoutez, moi je vais vous faire un scoop, mais enfin vous avez un peu grillé le scoop. Moi je vais vous faire un scoop, ça s'est très bien passé hier. Hein, voilà, j'étais sûr. Ça s'est très bien passé, je n'ai pas eu d'état de manque vers 21h30. J'ai une de mes amies autour de moi qui, elle, était pas bien, assez angoissée entre 22h30 et minuit, il a fallu la calmer. Non, plus sérieusement, je suis Facebook, je suis pas très Twitter, je suis pas Instagram, mais... Moi, je suis assez préoccupé, c'est peut-être mon côté 20e siècle, par cette dimension accro. On peut très bien vivre sans, on en a besoin, il faut réguler, tout ça c'est des évidences. Mais moi je pense qu'il faudrait pour les accros, les non-accros, véritablement prendre une initiative de salut public, mais ce n'est pas une plaisanterie cette fois, qui serait un Shabbat numérique. Je suis là sur I24, que les gens qui en ont la possibilité, qui font aussi du yoga, décident d'un Shabbat numérique. Ça ferait du bien à tout le monde. Ça peut être le vrai Shabbat, ça peut être un Shabbat décalé, mais je lance cet appel aux gens raisonnables qui ont envie de ne pas devenir fous. Yves Tréhard, vous êtes prêt à faire Shabbat ? Du moins Shabbat numérique ? Oh, moi je suis tout à fait prêt à faire Shabbat. Oui, un Shabbat numérique, bien sûr. Je suis un Shabbat. Voilà. Il m'arrive de faire Shabbat, donc je pourrais faire Shabbat numérique. Moi, ça m'inspire une autre réflexion qui n'a pas été présentée jusqu'à présent. Vous savez, on a vécu au 21e siècle, depuis qu'il est né ce siècle, la crise sécuritaire de 2001, la crise financière de 2008, la crise en Europe, la crise migratoire de 2015, la crise sanitaire de 2020, et je me demande si, à terme, la prochaine crise, c'est pas le blackout total. Oui, bien sûr. Et qui mettrait, alors là, pour le coup, c'est pas tellement la dictologie. Yves Tréhard, ça serait le fait que toute l'économie serait par terre. J'ai une vraie question à vous poser par rapport à ça. Imaginons, et allons plus loin, imaginons que Facebook menace de fermer. Menace les États de fermer. Les réseaux qui ferment, est-ce qu'on n'est pas à la veille simplement d'une guerre civile ? Allons jusqu'au bout, c'est avec des jeunes de banlieue esselés qui savent plus quoi faire. Oui, non mais... Bien sûr. Et puis, je ne vous raconte pas aussi les incidences les conséquences sur le plan économique. Ça serait terrible parce que Facebook, c'est une chose, mais il y a WhatsApp, il y a Instagram, il peut y avoir un jour, et par malveillance aussi, on ne sait pas, il peut y avoir un blackout général. Un grand blackout. Qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, et là, on serait bien embarrassé. On ne pourrait pas faire les GGMO, d'ailleurs. Ce serait bien dommage, vous avez bien raison de le signaler. François Saltiel, c'est aujourd'hui une option qu'il faut mettre sur la table aussi. Des conséquences à la fois économiques, mais également humanitaires et presque politiques, si jamais on a un blackout de réseaux sociaux, parce qu'on a vu la panique provoquée par ces quelques 7 heures sans Facebook hier soir. Oui, en fait, ça témoigne de deux formes de dépendance. La dépendance, on l'a dit, à ces réseaux, à ces outils de connexion, mais aussi la dépendance de nos données. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu travailler pendant ces 6 heures, qui sont dépendants de leur page Facebook pour générer une activité, qui sont dépendants d'Instagram pour générer une activité, qui sont dépendants des groupes Instagram, qui sont des groupes de travail, ou des groupes WhatsApp, qui sont des groupes de communication. Donc ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'il ne faut jamais oublier que ces entreprises sont des entreprises privées et qu'elles sont souvent utilisées comme étant un service public. Ça devient normal d'utiliser Facebook. Je pense d'ailleurs aux médias qui ont pendant très longtemps utilisé ces réseaux sociaux pour essayer de toucher une audience de jeunes qu'ils n'arrivaient pas à toucher avec leur cible traditionnelle. Donc ça nous rappelle aussi à l'idée que ce n'est pas un service public, ce n'est pas un service gratuit, c'est une entreprise privée qui peut décider effectivement, si elle le souhaite, de vous désactiver du jour au lendemain ou pourquoi pas de menacer un blackout pour vous demander de payer de manière plus importante, ce qui est arrivé avec le cadre des médias. Donc en fait, ça nous repense la question de la souveraineté de nos données, de la souveraineté de nos échanges. Et il ne faut pas oublier qu'on est complètement dépendant de ces GAFAM qui sont en très grande partie des entreprises américaines. Fernand Cohen-Tanouji, vous êtes aussi indépendant, vous résistez ? On est tous complètement dépendants des réseaux sociaux. Moi en premier, la vraie question qui se pose, est-ce qu'on est un esclave ou est-ce qu'on est un accro ? D'accord ? La réponse est peut-être entre les deux. Je crois qu'au niveau politique, malheureusement, les réseaux sociaux nous ont fait perdre un petit peu le contact avec la rue. Et ce qui est bien, c'est que de temps en temps, avec les sondages de rue qu'on a fait, on voit que l'homme de la rue parle.
et sera content de retrouver Benjamin Netanyahou. Oh là 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 là, oh là. Bon, allez, on revient dans la politique israélienne. C'est dommage, on essaie d'avoir une vision internationale. Peut-être que Zuckerberg... Si arrivé à cette situation, je vote pour le blackout. Bon, on ne terminera pas là-dessus. Je voudrais terminer plutôt en remerciant François Saltiel pour ses remarques brillantes ce soir sur ce sujet. Je vais rappeler d'ailleurs la sortie de votre ouvrage, François Saltiel, Le meilleur des mondes. C'est votre émission sur France Culture et l'ouvrage La société du sans contact, paru chez Flammarion. Laurent Siget, très vite. Le paradoxe de tous ces réseaux sociaux, c'est qu'on est en fait un monde tellement connecté, mais tellement seul. Je ne sais plus si c'est dans le Figaro, je crois que dans le Figaro, j'ai vu qu'il y avait 500 000 personnes en France qui étaient seules, complètement seules, des personnes âgées. Donc on est dans un monde qui est à la fois paradoxalement très connecté et un monde qui est à la fois très seul. Et il faut essayer d'arriver à ce que ce monde change. Je ne sais plus si c'est Ronson ou quel dessinateur qui avait fait comme ça un dessin, on voyait un homme tout seul dans un bar, parlant au barman, et il montre au barman, il dit, tu vois, c'est mon anniversaire, j'ai 5000 amis Facebook. Sauf qu'il était tout seul au bar avec lui. Voilà. C'est notre monde aujourd'hui, mais nous sommes ensemble tous les soirs. Et c'était un plaisir. Merci beaucoup Yves Tréhard, merci Georges-Marc Benamou, merci Laurent Siget, merci Fernand Cohen-Tanoudji. Je vous retrouve demain soir, 20h, heure de Paris, 21h, heure de Tel Aviv. Dans un instant, Valérie Pérez. Bonne soirée.